Namasté Amédée. Namasté Walda. Il y a 2 jours, on a célébré la Journée internationale des femmes, qui est une journée dédiée à la lutte des femmes pour la reconnaissance de leurs droits et l'égalité des droits hommes-femmes. Et bien qu'on soit en 2021, ces droits sont loin d'être acquis pour les femmes. On le voit finalement dans le monde entier à différents degrés. Et pourtant, ça fait toujours réagir aussi bien les hommes que les femmes vis-à-vis de ce combat que l'on qualifie de féministe, avec ce que ça sous-entend. Pourquoi est-ce que ça fait autant réagir les hommes et aussi les femmes? Oui, il y a beaucoup de malentendus et une incompréhension sur la cause profonde de tout ça. La cause profonde de tout ça, c'est que les hommes ont un problème avec le féminin. Et je ne dis pas seulement avec les femmes, je parle du féminin, c'est-à-dire que ça commence en eux. Quand on n'a pas ce problème avec notre polarité féminine, on n'a pas de problème avec les femmes. Mais dès lors qu'on a un problème, c'est-à-dire qu'on est dans le refoulement de cette polarité féminine, eh bien, ça se fait de la même façon avec les femmes. On est dans le rejet des qualités qu'elles peuvent exprimer, en tout cas, on est dans une quête de domination. Et donc, tous les moyens sont bons pour rabaisser la femme. Il y a beaucoup d'incompréhension dans le féminisme, ce qui fait que les femmes ont des attitudes très différentes. Beaucoup estiment que c'est excessif, ces revendications que des féministes portent. Il y a vraiment une confusion. Beaucoup considèrent, en fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est vraiment le sens du féminisme. On l'a perdu de vue. Le féminisme n'est pas la version féminine du machisme. Et c'est là que vient l'erreur. Le machisme, c'est cette idéologie qui prétend que l'homme est supérieur à la femme. Sauf que les féministes n'ont jamais prétendu que les femmes étaient supérieures aux hommes. L'approche du féminisme, c'est de dire que les femmes devraient avoir les mêmes droits, en fait, que les hommes. Voilà. Qu'elles ne sont pas inférieures et elles réclament les mêmes droits. C'est uniquement cela. Les féministes n'ont jamais prétendu être supérieures aux hommes, ce n'est pas leur combat, ce n'est pas ce qu'elles veulent. Elles réclament de façon simple et finalement très légitime une égalité de droits. Voilà. Ce qui prête à confusion, c'est que dans ce combat des féministes, il y a des approches différentes. Et notamment, certaines ont des actions véhémentes, parfois violentes, qui sont pas du tout en proportion d'ailleurs avec la violence que subissent les femmes, qui sont juste quelques petits soubresauts, des réactions. Mais quand on n'a pas l'habitude de cela, beaucoup d'hommes, alors on dénonce des réactions qui sont violentes. Et certaines femmes aussi sont troublées par cette attitude et perdent de vue en fait le combat et la cause, la façon de combattre, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et l'histoire aussi, parce que si on remonte aux origines, comment est né le féminisme? Il est né de la non-acceptation, de la révolte de certaines femmes contre cette injustice et ce traitement inégal, contre le fait de ne pas pouvoir voter, d'avoir besoin de l'aval, de l'autorisation de son mari ou d'un homme pour pouvoir entreprendre des démarches tout à fait ordinaires et pour des droits fondamentaux. Et donc cette histoire du féminisme, en fait, c'est l'histoire d'un combat pour la reconnaissance de ces droits, et c'est quelque chose qui a été occulté, et on dirait qu'il ne reste plus que les excès, ce qui est vu comme des excès, mais qui est en fait de l'exaspération aussi du fait que ces droits ont beaucoup de mal à avancer finalement. Oui, et ce qu'on considère comme des excès, c'est souvent en fait une simple réaction face à une oppression, face à des discriminations, à des violences extrêmes. Et quand on voit que personnes qui réagissent un peu par rapport à ça, on les pointe du doigt en disant que ces personnes sont très violentes, elles sont excessives, etc. En réalité, ce sont quelques petits soubresauts, des réactions d'une extrême violence
qui est manifestée à l'encontre des femmes depuis des siècles et des siècles, on va dire des millénaires. En fait, cette confusion, elle vient de là. Il faut bien comprendre qu'au départ, et ça c'est très clair, le féminisme, c'est la revendication légitime pour les femmes d'avoir les mêmes droits que les hommes. Ni plus ni moins. C'est ça que réclament toutes les féministes. Après, toutes n'ont pas la même façon de mener finalement ce combat. Certaines le font vraiment de façon extrêmement pacifique, de actions qui ne sont pas violentes à l'égard des hommes, mais qui peuvent être voilà, perçues comme des réactions plus musclées. Mais c'est le même objectif. Alors on peut être contre telle ou telle forme, je dirais, d'expression dans leur revendication, mais si toutes les femmes comprenaient que ce que font les féministes, c'est juste de demander de façon tout à fait légitime à ce que les femmes soient reconnues comme des êtres qui ne sont pas inférieurs aux hommes et qu'à ce titre elles aient les mêmes droits. Quand tu parles de cette violence, elles en ont été elles-mêmes victimes, les femmes qui ont mené ce combat féministe, et certaines étaient extrêmement pacifiques, déterminées mais pacifiques, pour la reconnaissance, pour faire reconnaître les droits des femmes. Et elles ont été victimes d'une très grande violence. Ça a été le cas de Simone Veil, lorsqu'elle s'est fait insulter à l'Assemblée, au Parlement, par tellement d'hommes, avec beaucoup de violence. Lorsque Gisèle Halimi aussi a défendu un dossier très grave sur une agression sexuelle, en fait un viol, et elle a elle-même été la cible de beaucoup d'attaques très virulentes, très violentes, alors qu'il s'agissait en l'occurrence de violences faites aux femmes. Et le simple fait de se positionner comme ça pour la reconnaissance des droits des femmes leur a valu d'être elles-mêmes victimes d'une très grande violence. Donc il y a quelque chose quand même d'étonnant de voir à la fois que les hommes, ça puisse susciter une telle violence, et aussi que les femmes oublient ce travail qu'ont fait ces féministes, sans lesquelles beaucoup de nos droits ne seraient pas là aujourd'hui. Il y aurait un devoir de mémoire, car plus qu'oublier, la plupart ne le savent même pas, tout cela. C'est pourtant une histoire contemporaine, quand tu parles de Simone Veil, mais beaucoup ne savent pas. Son histoire, que ses parents, elle est d'origine, elle est juive, ses parents aussi, qui ont été internés dans des camps de concentration, et que lors de l'Assemblée, on lui a dit que son combat pour l'avortement, c'était équivalent à ce que les nazis avaient fait. C'est d'une extrême violence, c'est quelque chose de terrible. Mais beaucoup de femmes ne le savent pas. Il y a un problème aussi de culture à ce niveau-là. La première féministe française, elle a quand même été guillotinée en 1793, celle qui a été reconnue comme telle, qui s'appelle Olympe de Gouges, et qui avait dénoncé le fait que la déclaration des droits de l'homme n'était pas la déclaration des droits des femmes, alors que beaucoup de femmes se sont battues pour parvenir à cela, sauf qu'elles ont été écartées, et elle en a tellement parlé haut et fort qu'on a fini par la condamner elle-même et la guillotiner. C'est comme ça que ça a commencé. Enfin, que ça a commencé. Je parle à cette époque de 1789 sur la fameuse déclaration des droits de l'homme, et on a bien vu que les femmes étaient écartées, et pas que les femmes. C'était loin d'être la déclaration pour tous les hommes. Universelle. Universelle. Alors, oui, il y a un vrai problème derrière cela, et il y a plusieurs choses. Le poids de l'éducation, la culture, cet endoctrinement qui fait que beaucoup de femmes n'osent pas considérer en fait cette égalité vis-à-vis de l'homme, en comprenant pas que ce n'est pas le fait de dire on est pareil sur tous les plans, c'est pas ça, c'est que l'autre n'a pas revendiqué une supériorité, c'est cela. Voilà, c'est pas parce que les hommes en général sont plus forts physiquement qu'ils doivent avoir plus de droits que la femme. Voilà, c'est ça qu'il faut vraiment considérer. Donc cette égalité, elle est importante, mais on voit bien qu'il y a une recherche de supériorité
chez les hommes qui est très omniprésente, parce que ça s'est exercé contre les femmes, ça s'est exercé contre d'autres peuples, hein, l'esclavage, etc. Ce besoin de domination, il est vraiment exacerbé, il est très fort chez l'homme. C'est relatif au troisième chakra. Et en fait, ce qui se passe avec les femmes est très caractéristique par rapport à la non-acceptation de cette polarité féminine. Tous les hommes qui sont machos, qui sont dans le rejet en fait des femmes, ont un problème avec leur féminin. Ça vient de là en réalité. Quand on n'a pas de problème avec sa polarité féminine, on ne peut pas avoir de problème avec les femmes. Ça n'a aucun sens, puisqu'à ce moment-là, on comprend toute l'importance de ces qualités féminines. Donc on n'a pas de problème, c'est impossible. Quand on comprend un tant soit peu le processus de l'évolution sur le plan spirituel, on comprend aussi que cette élévation qui doit se faire au niveau du cœur manifeste ces qualités dites féminines parce qu'elles sont yang, c'est-à-dire chez la femme, elles s'expriment de façon naturelle, elles sont extraverties ces qualités. Alors qu'au niveau du quatrième chakra, chez l'homme, c'est introverti. Donc les qualités ont tendance à être introverties, ces qualités du cœur que l'homme possède, mais elles sont introverties. Et par contre, au niveau du troisième chakra, les qualités de ce troisième chakra sont extraverties. Et donc c'est ce besoin de domination, de pouvoir, et c'est ça qui s'exprime beaucoup à travers les hommes. Donc ce qui est vraiment important à retenir, c'est que tant qu'un homme est dans le refoulement de cette polarité féminine, il sera d'une façon ou d'une autre dans le rejet de la femme. Et ça, c'est vraiment important. Il n'y a pas, dès lors qu'on voit... Du féminin. Du féminin, oui, du féminin et donc des femmes. Ça va être très clair. Ces réactions seront dans ce rejet qui peut amener à une extrême violence. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important que les femmes comprennent fondamentalement que le féminisme, ça n'a jamais été une lutte contre les hommes. Ça n'a jamais été la revendication d'une supériorité de la femme. Ça n'a jamais été le cas, alors que le machisme, oui. Il y a des mouvements qui revendiquent cela. Les suprémacistes, notamment aux États-Unis et ailleurs, suprémacistes, ils revendiquent à la fois une supériorité au niveau de la race blanche, et aussi leur misogynie, c'est clair. Ils disent, voilà, l'homme est supérieur à la femme. Ils l'affichent de façon très claire. Mais ce n'est pas du tout le cas. Pour donner encore un exemple, pour bien comprendre la différence, si on regarde le mouvement à l'époque des années 60, la lutte des Noirs aux États-Unis contre la ségrégation, il y a deux courants. Pour citer les plus importants, Martin Luther King qui proposait cette libération donc, de l'homme noir et la fin de cette ségrégation, car il s'agissait vraiment d'une privation de liberté, de façon pacifique. Et il y avait par ailleurs Malcolm X qui avait exactement les mêmes objectifs, la libération, la fin de l'apartheid, pour pouvoir avoir cette pleine liberté et les mêmes droits que les Blancs là-bas, mais lui prenait la lutte armée, parce qu'il disait ça ne marche pas, le côté pacifique. Ils avaient les mêmes objectifs. Malcolm X ne disait pas nous, on veut ensuite réduire les Blancs en esclavage, ça n'a jamais été ça. On veut les mêmes droits, c'est ça qu'il revendiquait. Mais il n'utilisait pas les mêmes moyens, il ne pensait pas prendre le même chemin pour arriver à ce but. Donc, il ne faut pas mélanger la manière, la forme, et puis finalement le but du même qui peut être, qui est en l'occurrence là identique et qui pour les féminines est le même. C'est cette égalité de droit et non pas une recherche de domination. Ça, c'est propre de l'homme et pas de la femme. Oui. Ne pas confondre la fin et les moyens. Oui. Pourtant, sur la réaction des femmes par rapport à ce combat féministe, on l'a vu encore récemment avec le mouvement MeToo, quand ces actrices, toutes ces femmes ont commencé à révéler ce qui s'était passé, elles ont reçu beaucoup de soutien, un soutien massif
d'autres femmes qui avaient été aussi victimes et globalement, mais il y a quand même eu des femmes pour se positionner en disant attention, il ne faudrait quand même pas qu'on empêche les hommes d'avoir des comportements, on a quand même besoin de ces jeux de séduction, etc. Et là, il y avait comme un décalage en fait entre des femmes qui criaient leur détresse d'avoir, certaines ont eu leur carrière brisée et d'autres risquaient de l'avoir. Enfin, ça a soulevé quand même quelque chose qui était extrêmement grave, et de voir que des femmes aient pour réaction de dire attention, il ne faudrait quand même pas que les hommes se sentent mal à l'aise avec tout ça, sauf que c'était quand même un peu inverser les choses, de réagir de cette façon, et c'est quelque chose qui est quand même assez difficilement compréhensible vu la gravité de ce qui a été dénoncé. C'est le conditionnement. Ce conditionnement est vraiment très pervers et a une influence phénoménale. Il faut bien se dire que dans beaucoup de pays, je pense Somalie et plein d'autres pays, Burkina et d'autres endroits, les excisions, l'ablation donc du clitoris de la femme très jeune se fait par des femmes. Et beaucoup de femmes veulent conserver cette tradition et infligent donc cet acte extrêmement cruel à leur progéniture, à leur propre enfant. Oui. Pourquoi? Parce qu'elles sont conditionnées. Oui, oui. Et c'est la culture, c'est la religion qui les conditionne à cela. Et pas que dans ces pays-là, on sait bien, en France, ailleurs aussi, pour des gens notamment qui adhèrent à certaines pratiques religieuses, ou en tout cas, voilà, font partie de tels courants religieux, je pense notamment aux témoins de Jéhovah. Pour ces personnes-là, pour les femmes, l'homme masculin est supérieur, et c'est ainsi. Et ils ne vont jamais être dans cette revendication féministe, puisque c'est pas du tout comme ça qu'elles considèrent les choses. Donc, l'influence de notre éducation, le poids de cette culture judéo-chrétienne aussi, et pas que judéo-chrétienne, hein, il y a d'autres courants, font comprendre en fait cela. La religion, les cultures, tout cela était finalement mis au service des hommes pour asseoir leur domination sur la femme. Et quand on est conditionné de cette façon, c'est très difficile de s'en libérer. On ne prend pas conscience de cela. Et beaucoup de femmes ne réalisent pas et vont trouver cela excessif très vite. Je peux donner un exemple. Par exemple, à l'époque de l'esclavage, ça s'est fait de génération en génération. Et donc beaucoup qui étaient nés esclaves, leurs parents étaient esclaves, disaient ben, c'est quelque chose de normal. Si on est dans cette situation, c'est normal. On leur a expliqué que la supériorité de l'homme blanc, comme ils sont noirs, etc., voilà, ils sont par nature inférieurs, comme on l'a dit à la femme. Donc, on l'accepte. Et quand il y avait des gens qui se rebellaient, alors, au contraire, on avait tendance à les montrer du doigt, les mêmes esclaves. Et ceux qui se rebellaient vraiment à cette époque, notamment dans les Antilles, tout ça, on appelait les nègres marrons, et ils étaient très mal vus, même par les esclaves. Et certains disaient, ben, si on a un bon maître, c'est formidable. Et donc certains disaient, ben, regarde, notre maître il est bon, il nous traite bien, etc. Et ils trouvaient que c'était finalement l'idéal. Tellement ce conditionnement était fort qu'ils n'imaginaient pas finalement pouvoir revendiquer une égalité, puisque intérieurement ils pensaient qu'ils ne sont pas. Ils ont été conditionnés et ils ont adhéré totalement à ça. Ils ne pouvaient même pas imaginer qu'ils étaient égal donc à l'homme blanc. Et pour beaucoup de femmes, c'est le cas. Beaucoup de femmes. Donc, voilà, elles revendiquent juste un peu plus de souplesse, voilà, laissez-nous un peu respirer, donner ceci. Mais beaucoup, quand elles entendent le discours de certaines personnes qui disent « nous, on veut vraiment l'égalité, on veut ceci », alors elles trouvent ça excessif parce qu'elles sont vraiment conditionnées par tout ce poids de culture, l'éducation, des religions qui ont tout été utilisées pour asservir la femme. Donc ce combat, il est effectivement de longue haleine et il faut beaucoup de pédagogie pour bien expliquer en fait le fond
et bien comprendre en fait que si certaines femmes revendiquent avec véhémence et parfois avec violence certains droits qui sont un peu plus légitimes, il faut surtout s'intéresser à cette revendication et se demander, au fond, est-il bien normal qu'au XXIe siècle, à notre époque, on doit encore consacrer chaque année une journée pour dénoncer les discriminations des femmes partout dans le monde. Et c'est ça, en fait. Donc ça nous montre qu'on a encore beaucoup de chemin à faire, à parcourir, et bien réaliser que la racine de tout ça, elle se joue chez l'homme. Et c'est ce rejet du féminin. Et là aussi, la femme peut comprendre, comme c'est quand même la mère, c'est la première qui va donner l'éducation. Et bien, les femmes ont un rôle aussi très important à jouer auprès de leur progéniture et des garçons notamment, oui, pour ne pas les élever dans ce côté très machiste et au contraire, très tôt, les amener à trouver cet équilibre et découvrir cette dimension féminine en eux qui ne les rend pas moins masculins, mais qui, au contraire, les rend mieux sur tous les plans. Mais pour employer autant de violence vis-à-vis des femmes qui n'ont pas recours à la violence physique, est-ce que ce n'est pas finalement que les hommes ont peur de la femme, ont peur du féminin et de ce que cela représente? Bien sûr, les hommes ont peur du féminin, pour une raison qui est très simple en réalité. Si on regarde d'un point de vue spirituel, le féminin est supérieur. Si je vais m'expliquer vraiment pour bien comprendre de quoi il s'agit. Quand on regarde l'évolution, notre évolution spirituelle, elle est liée aussi à nos centres énergétiques. Et en fait, dans notre attitude, dans notre façon de faire, on voit très facilement, pour quelqu'un qui connaît un petit peu ces choses-là, quel centre énergétique est dominant chez la personne. Voilà, premier, deuxième, troisième, quatrième chakra. Pour dire les choses un peu simplement, j'en ai parlé déjà dans d'autres vidéos, j'ai expliqué que du premier au quatrième chakra, l'homme et la femme réagissent de façon opposée. Oui, inverse, le terme est plus approprié, de façon inverse. Donc le premier chakra est yang chez l'homme, il est yin chez la femme, c'est-à-dire introverti. Alors, ce qui veut donc dire que les qualités inhérentes au premier chakra, comme elles sont yang chez l'homme, elles sont extraverties, on dit que ce sont des qualités masculines. Et chez la femme, introvertie, donc c'est différent. Et par contre, le deuxième chakra, chez la femme, c'est extraverti, donc on parle de qualités dites plus féminines parce qu'elles sont extraverties. Et le troisième chakra, c'est l'homme. C'est extraverti. Donc ce troisième chakra a beaucoup d'importance puisque c'est le besoin d'affirmation de soi, c'est à ce stade que l'ego prend le plus d'importance, c'est aussi le mental, et tout ça, ce sont des qualités finalement très masculines. Et pour aller au-delà, il faut passer donc au quatrième, qui permet à ce moment-là d'exprimer des qualités qui viennent du cœur, qui sont plus élevées. Donc on s'élève au fur et à mesure. Mais si on accepte cette élévation, ça veut dire qu'on va perdre le pouvoir au niveau du troisième chakra. Et là, c'est plus difficile, parce que ça veut dire qu'il faut renoncer. Pour les hommes, c'est plus difficile, puisque le quatrième chakra étant introverti, puisqu'il est féminin, c'est-à-dire extraverti chez la femme, alors c'est beaucoup plus difficile. Et donc, l'homme veut rester à ce stade-là pour pouvoir conserver la maîtrise. Et d'ailleurs, ça va très loin parce que même quand il veut faire une démarche spirituelle, beaucoup d'hommes vont être très ouverts sur l'aspect très intellectuel, vont vouloir aborder les choses de cette façon. À moins qu'il y en a qui sont vraiment dans le côté dévotionnel, etc. Mais beaucoup seront dans le côté intellectuel, seront intéressés par une approche comme cela. D'ailleurs, le bouddhisme les intéressait, voilà, ils seront dans... Mais cette ouverture du cœur, beaucoup l'esquivent en réalité. Et c'est pour ça que beaucoup aussi se fourvoient, même dans cette démarche spirituelle, parce qu'ils veulent atteindre
cette dimension spirituelle sans passer par ce 4e chakra qui est la seule porte qui nous donne accès ensuite au stade supérieur. Donc, oui, il y a une peur, c'est la peur du féminin, parce que si on accepte vraiment les qualités féminines, si on accepte donc que les femmes expriment vraiment ces qualités, alors on finira par comprendre que ces qualités, elles sont aujourd'hui prépondérantes. C'est ce dont on a besoin dans le monde pour pouvoir enfin trouver une issue, parce qu'on n'y arrive pas. Avec ce trop-plein de qualités masculines, ce monde est dans un déséquilibre qui l'emmène totalement au chaos. Donc on en a besoin. Et effectivement, il y a une peur inconsciente. C'est que si on fait cela, alors on va vivre une vraie transformation et sur le coup, eh ben, l'ego va être vaincu. Et l'homme a beaucoup de mal à lâcher de ce côté-là. C'est pour ça qu'il a aussi peur de la femme, de ce qu'elle représente. Oui, la femme lui fait peur. Il ne faut pas qu'il en ait peur, puisqu'elle est l'avenir de l'humanité. Et c'est grâce à elle et grâce à son féminin que l'homme pourra aussi participer à l'avènement de ce monde meilleur. Écoute, tu as délivré un très beau message. Qu'ils soient nombreux à t'entendre. Namasté Swami. Namasté.